Bougez, les roues. Le caddie s'écrasa contre le mur du supermarché avec un fracas assourdissant qui força tout le monde à s'immobiliser. Sarah Mitchell tournoyait de façon incontrôlable dans son fauteuil roulant, ses courses éparpillées au sol comme des morceaux de dignité brisés. Le lait explosa, trempant ses jambes paralysées. Des pommes roulèrent sous les étagères, impossibles à atteindre. Du pain s'écrasa sous le poids de l'humiliation publique. Jake Morrison rit bruyamment, ses tatouages de prison encore frais sur son avant-bras. 3 semaines hors de prison, et il avait déjà trouvé une nouvelle cible pour sa rage accumulée. Oups, je ne t'avais pas vu en bas. Sarah Mitchell avait 38 ans et n'aurait jamais imaginé qu'une simple course aux courses deviendrait le pire jour de sa vie. La sclérose en plaques lui avait volé la capacité de marcher 2 ans auparavant, mais elle ne lui avait pas volé sa volonté de vivre. Du moins, pas jusqu'à cet instant. Ses mains tremblaient sur les accoudoirs du fauteuil roulant. Non pas à cause de la maladie, mais à cause de la honte pure et crue d'être traité comme un déchet devant des dizaines de personnes. Tony Reeves, le complice de Jake, fit craquer ses articulations assez fort pour que tout le magasin l'entende. 5 ans pour vol à main armée avaient endurci son cœur. La prochaine fois, tu resteras peut-être chez toi, infirme. Du rayon pharmacie, David Mitchell regarda les épaules de sa femme se courber, cette posture défensive qu'il ne connaissait que trop bien. Pendant 3 ans, il avait vu la sclérose en plaques voler des morceaux de la femme qu'il aimait. Mais il ne s'était jamais senti aussi impuissant qu'à cet instant. La voix de Sarah résonna comme un murmure, « Je veux juste acheter à manger ». Jake s'approcha, son ombre projetant sur le fauteuil roulant comme une menace physique. Qu'est-ce que c'était? Parle plus fort, on ne t'entend pas d'en bas. La foule recula, les téléphones enregistrant déjà ce que tout le monde pensait être une énième vidéo d'humiliation virale. Une autre personne handicapée découvrait sa place dans un monde qui lui accordait rarement une place. Mais soudain, quelque chose d'inattendu se produisit. Une femme sortit du rayon des conserves. Petite, peut-être 1,57 mètres, vêtue d'une simple robe blanche qui semblait briller sous les néons. Ses cheveux noirs, tirés en arrière avec pudeur, rappelaient d'anciennes peintures religieuses. Son visage serein, presque surnaturel, ses yeux d'une profondeur inouïe. Les employés du magasin l'avaient déjà remarqué. Toujours seule à faire ses courses, toujours polie, toujours présente au moment précis où quelqu'un avait besoin d'aide. Ils avaient commencé à l'appeler la Vierge Marie, pour plaisanter, mais le surnom était resté, car sa présence avait quelque chose qui faisait baisser la voix même aux clients les plus grossiers. Jake ne la vit pas approcher. Il était trop occupé à savourer les larmes de Sarah. Mais Tony, lui, si. Son sourire arrogant vacilla tandis que cette étrange femme s'avançait droit vers eux, d'un pas mesuré et déterminé. Quelque chose dans sa posture laissait son instinct de survie crier au danger, même si elle semblait incapable de faire du mal à une mouche. « Excusez-moi », dit-elle d'une voix calme, mais d'une autorité qui tranchait avec le brouhaha du supermarché comme une lame. Je crois que cette dame était là la première. Jake se retourna, prêt à se moquer de cette nouvelle femme. Victime, mais les mots moururent dans sa gorge lorsque son regard croisa le sien. L'espace d'un instant, une lueur traversa son visage. La confusion, peut-être même la peur. David se pencha en avant, le cœur battant la chamade. Qui était cette femme? Et pourquoi Jake Morrison, qui avait survécu à 5 ans de prison à sécurité maximale, avait-il soudain l'air d'avoir vu un fantôme? La mystérieuse femme s'agenouilla gracieusement et commença à ramasser les provisions éparpillées de Sarah, chaque mouvement coulant comme de l'eau. Sa robe blanche semblait inaltérable malgré le lait renversé et les débris qui jonchaient le sol. « Madame, vous n'avez pas besoin d'eux. » commença Sarah, mais le doux sourire de la femme la fit taire. « Nous en avons tous besoin, » répondit-elle doucement en remettant les pommes dans le panier de Sarah, ses mains semblant apaiser tout ce qu'elle touchait. Jake retrouva sa voix, mais elle se brisa légèrement. « Madame, occupez-vous de vos affaires avant d'être blessée. » La femme se releva lentement, tenant toujours la liste de courses de Sarah, et se tourna vers lui. Ce qui se passa ensuite allait se répéter des millions de fois. Sur les réseaux sociaux, analysés image par image, mais personne ne parvenait jamais à s'accorder sur ce qu'il voyait réellement. Car à cet instant, debout sous la lueur fluorescente du marché Henderson, cette petite femme en blanc n'avait plus l'air humaine. Elle ressemblait à quelque chose de bien plus vieux, et d'infiniment plus dangereux. Si vous appréciez cette histoire de courage inattendu dans les lieux les plus ordinaires, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. La suite vous fera remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la force, la foi et les mystères de la justice. Ce que personne dans ce magasin ne réalisait, c'est que ce n'était pas la première fois que Jake et Tony rencontraient cette femme. Et si le visage de Jake était devenu blanc, ce n'était pas la peur, mais la reconnaissance. Car 3 semaines auparavant, lors de son dernier jour en prison,
Elle lui avait murmuré quelque chose à l'oreille qui allait se réaliser d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Jake recula, mais son arrogance d'ancien détenu luttait contre quelque chose qu'il ne pouvait nommer. « Tu ne sais pas à qui tu as affaire, princesse. » La femme en blanc inclina légèrement la tête, comme si elle écoutait quelque chose que personne d'autre ne pouvait entendre. « En fait, je sais exactement à qui j'ai affaire, Jake Morrison. Numéro de prisonnier 47 291. Libéré il y a 3 semaines et 2 jours. » Le sang de Jake se glaça. Comment connaissait-elle son numéro de prisonnier? Comment savait-elle quand il était sorti? Ses yeux se plissèrent, son instinct de survie en prison s'emballa. Tony rit nerveusement. Et alors? N'importe qui peut chercher ça en ligne. Mais sa voix tremblait, parce que lui aussi sentait que quelque chose clochait chez cette femme. Quelque chose qui faisait vibrer ses cicatrices de vieille bagarre en prison comme des avertissements. « Ah, Tony Reeves !» poursuivit-elle en se tournant vers lui avec ce même sourire serein qui n'atteignait jamais ses yeux. 5 ans pour vol à main armée. Ta mère prie encore pour toi tous les soirs à 23h47. Elle allume une bougie blanche et te demande de retrouver le chemin de la maison. Tony pâlit. Sa mère n'avait jamais parlé à personne de ses prières nocturnes. Elle vivait à 3 états de là et n'avait même pas de téléphone. Comment cette inconnue pouvait-elle connaître des détails aussi intimes? David observait de loin, chaque fibre de son être tremblant d'une rage impuissante. Pendant 2 ans, il avait vu sa femme lutter contre une maladie qui lui avait lentement volé son corps. Kinésithérapie, médicaments coûteux, nuit blanche où la douleur était insupportable. Et maintenant, 2 criminels humiliaient la femme qu'il aimait devant une foule qui enregistrait au lieu de l'aider. Ses poings se serrèrent. David Mitchell, comptable de 42 ans, ne s'était jamais battu de sa vie. Mais quelque chose de primitif s'éveillait en lui. Quelque chose qu'il ne reconnaissait pas. « Écoute, saint, grogna Jake, retrouvant sa bravade. Je ne sais pas quel coup bas tu me fais, mais tu ferais mieux de reculer avant que je... » Avant de quoi? La voix de la femme resta douce, mais quelque chose changea dans l'air autour d'elle. Les néons vacillèrent. La climatisation cessa de fonctionner. Même la musique d'ambiance du magasin cessa. Sarah leva les yeux, les larmes coulant toujours sur son visage, mais il y avait maintenant quelque chose de plus. L'espoir. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un s'était interposé entre elle et la cruauté du monde. « Tu ne comprends pas, » murmura Sarah en s'adressant à la mystérieuse femme. « Ils vont te faire du mal. J'ai déjà vécu ça. Les gens comme moi, on est des cibles faciles. » La femme s'agenouilla près du fauteuil roulant de Sarah, sa robe blanche restant impeccable sur le sol sale. « Les gens comme nous, » corrigea-t-elle doucement, « c'est exactement pour ça que je suis là. » La patience de Jake s'épuisa. Assez de ces conneries religieuses. Il attrapa une boîte de soupe sur une étagère voisine et la lança à la tête de la femme. La foule haleta. Les téléphones au homère. Mais la boîte n'atteignit jamais sa cible. Elle s'immobilisa en plein vol, à 7 centimètres de son visage, tournoyant lentement comme suspendue par des fils invisibles. Pendant 5 secondes qui semblèrent une éternité, le silence s'installa dans le magasin. Puis la boîte descendit doucement et se reposa sur l'étagère. Le visage de Tony devint blanc comme du papier. Qu'est-ce que c'était que ça? Mais Jake n'en avait pas fini. La prison lui avait appris que montrer sa faiblesse signifiait devenir une proie. Il se précipita en avant, cherchant à écarter la femme et à finir ce qu'il avait commencé avec Sarah. Ses mains passèrent à travers elle. Comme si elle n'était pas là. Le magasin explosa de cris. Les téléphones tombèrent. Les gens reculèrent, terrifiés. Mais la femme se leva simplement, épousseta une poussière imaginaire de sa robe blanche et regarda Jake droit dans les yeux. « Votre temps est écoulé, » dit-elle doucement. Tous les deux. David se fraya un chemin à travers la foule, son instinct protecteur prenant finalement le dessus sur le choc. Mais lorsqu'il atteignit Sarah, la femme avait déjà disparu. Disparu comme si elle n'avait jamais été là. Sauf pour une chose. Les courses éparpillées de Sarah étaient maintenant soigneusement rangées dans son chariot, et épinglée sur sa liste de courses se trouvait une petite note blanche qui disait simplement « N'ayez crainte. La justice vient à ceux qui savent attendre. » Jake recula en titubant, son masque de dur à cuire se fissurant complètement. Car, au plus profond de son esprit criminel, il se souvenait d'une silhouette blanche qui lui avait rendu visite dans sa cellule exactement 21 jours auparavant. Une silhouette qui lui avait promis que ses victimes seraient protégées. Et maintenant, il commençait à comprendre que certaines promesses sont faites par des forces bien plus puissantes que la loi. David Mitchell fixait le mot blanc épinglé sur la liste de courses de sa femme, les mains tremblantes en relisant ces mots « N'aie pas peur. La justice vient à ceux qui savent attendre. »
Mais attendre n'avait jamais semblé possible lorsque la femme qu'on aime était terrorisée. Ce soir-là, tandis que Sarah dormait d'un sommeil agité, hanté par l'humiliation de la journée, David était assis dans son bureau, entouré de quelque chose qui aurait choqué quiconque le connaissait. Documents juridiques, rapports de police, dossiers pénitentiaires, tout cela méticuleusement rangé sur son bureau comme une salle de crise. Car David Mitchell n'était pas qu'un comptable affable. Pendant 15 ans, il avait été enquêteur financier pour le bureau du procureur, l'homme qui suivait les pistes financières qui menaient les criminels derrière les barreaux. Il avait pris une retraite anticipée lorsque Sarah était tombée malade, mais ses compétences ne s'étaient pas émoussées. Elle s'était aiguisée. Son téléphone vibra. Un SMS du numéro de Jake Morrison. Ce salaud avait réussi à obtenir ses coordonnées. Votre femme infirme a eu de la chance aujourd'hui. La prochaine fois, cette folle ne sera plus là pour la sauver. David serra les dents. Ces idiots n'avaient aucune idée de qui ils menaçaient, ni de ceux qui les attendaient. Il ouvrit son ordinateur portable et commença à taper. En quelques minutes, il eut accès au dossier de libération conditionnelle de Jake Morrison, à son historique professionnel, à ses fréquentations connues. Le dossier de Tony Reeves arriva ensuite. Puis il fouilla plus profondément. Relevés bancaires, rapports de solvabilité, traces sur les réseaux sociaux. Tout. Ce qu'il trouva le fit sourire pour la première fois depuis des jours. Jake Morrison devait 12 000 $ de pension alimentaire impayée. Tony Reeves avait violé ses conditions de libération conditionnelle à 2 reprises le mois dernier. Des absences qui, pour une raison inconnue, n'avaient pas encore été signalées. Les 2 hommes vivaient dans un motel délabré qui faisait actuellement l'objet d'une enquête fédérale pour trafic de drogue. Mais David avait besoin de plus que de la paperasse. Il avait besoin d'yeux et d'oreilles. Le lendemain matin, il appela l'inspectrice Maria Santos, son ancienne partenaire du bureau du procureur. Elle répondit à la première sonnerie, d'une voix aiguë et professionnelle, jusqu'à ce qu'elle entende la sienne. Voix. David Mitchell. Je me demandais quand tu referais surface, dit Maria, la voix s'adoucissant. J'ai entendu parler du diagnostic de Sarah. Comment va-t-elle? Pas bien, Maria. Et hier, ça a empiré. Il lui raconta tout, l'incident de l'épicerie, l'humiliation, les menaces. Mais il ne mentionna pas la femme mystérieuse. Certaines choses étaient trop étranges pour être consignées dans les rapports officiels. Maria resta silencieuse un long moment. Ces 2 imbéciles ont menacé une femme handicapée en public? Avec des témoins? Des preuves vidéo aussi. La moitié du magasin filmait. Envoyez-moi tout ce que vous avez sur eux. Je vais passer quelques coups de fil. Mais David avait déjà 3 longueurs d'avance. Pendant qu'il parlait, son ordinateur enregistra un message crypté provenant d'un ancien contact. Quelqu'un qui lui devait des faveurs suite à une importante affaire de détournement de fonds des années auparavant. Le message contenait quelque chose de magnifique. Des images de surveillance complète du motel où Jake et Tony séjournaient. Ils trafiquaient de la drogue. Un peu, mais suffisamment pour les renvoyer en prison pour très longtemps. Cet après-midi-là, David reçut un autre SMS de Jake. Dis à ta femme de rester à la maison demain. On sait où tu habites. Cette fois, David répondit « Non, Jake. Tu n'as aucune idée d'où tu es. » La réponse de Jake fut immédiate. « Qu'est-ce que ça veut dire, gratte-papier » David sourit en tapant sa réponse. « Demande à ton agent de probation. » « Oh, attends, tu devrais peut-être appeler un avocat d'abord. » 3 heures plus tard, le téléphone de Jake Morrison a explosé de notifications. Des photos de lui en train de vendre de la drogue, horodatées et géolocalisées. Le numéro de son agent de probation. L'avocat de son ex-femme qui réclamait les 12 000 $ qu'il lui devait. Une convocation au tribunal pour violation des conditions de sa libération conditionnelle. Tony a subi le même sort. Les téléphones des 2 hommes ont également reçu un autre message, provenant d'un numéro intraçable. La dame en fauteuil roulant a des amis que vous ne pouvez pas voir. Arrêtez maintenant, ou vous découvrirez à quoi ressemble une véritable punition. Le soir venu, David avait constitué un dossier de 47 pages sur les 2 hommes. Chaque crime, chaque infraction, chaque personne blessée. L'inspecteur Santos avait déposé plainte. Des agents fédéraux préparaient des mandats d'arrêt. Mais en fermant son ordinateur portable, David remarqua quelque chose d'étrange. Sur son bureau, à côté de toutes ces preuves soigneusement organisées, se trouvait une unique fleur blanche. Un lys, frais comme s'il venait d'être cueilli. Il ne l'avait pas déposé là. Sarah dormait à l'étage. Les portes étaient verrouillées. Pourtant, cela ressemblait à un signe. Une bénédiction pour le travail qu'il était sur le point d'achever. Dehors, Jake Morrison arpentait sa chambre de motel, paranoïaque et en sueur. Tony était assis sur le lit, les yeux fixés sur l'écran de son téléphone,
rempli de preuves qui pourraient lui détruire la vie. Comment ont-ils obtenu tout ça? Murmura Tony. Les mains de Jake tremblaient tandis qu'il essayait d'appeler le numéro qui avait envoyé les photos, mais il entendit immédiatement un message d'une voix calme et familière. Vous étiez prévenu. Dernière chance. Aucun des deux hommes ne dormit cette nuit-là. Et ils ignoraient que leur cauchemar ne faisait que commencer. Ce que Jake et Tony ne voyaient pas, c'est que David Mitchell ne travaillait plus seul. La mystérieuse femme de l'épicerie avait laissé plus qu'une fleur sur son bureau. Elle lui avait laissé quelque chose qui allait transformer deux petits criminels en cible de la plus grande opération d'infiltration que le comté ait connue depuis des années. Et le compte à rebours avait déjà commencé. Le raid eut lieu à 5h47, exactement 72 heures après que Jake Morrison eut poussé le fauteuil roulant de Sarah. Des agents du FBI, de la DEA et de la police locale encerclèrent le Sunrise Motel tel un ouragan de justice qui se préparait depuis des jours. Jake se réveilla avec sa porte qui explosait de ses gonds, des agents fédéraux envahissant sa chambre, armes au poing. Jake Morrison, vous êtes en état d'arrestation pour distribution de substances réglementées, violation de liberté conditionnelle et accusation fédérale de racket. Dans la pièce adjacente, Tony Reeves subissait le même sort. Les deux hommes furent traînés dehors, menottés, leur trafic de drogue dévoilé, leur liberté s'évaporant comme la brume matinale. Mais le véritable choc fut lorsque l'inspectrice Maria Santos leur lut leurs droits. Vous êtes également accusé d'agression et de harcèlement sur personnes handicapées, filmé et vu par 47 personnes. Le visage de Jake devint blême. Il s'agit de cette femme en fauteuil roulant? Vous êtes sérieux? Très sérieux. Et ce n'est pas tout. Santos brandit sa tablette, montrant des relevés bancaires, des journaux de communication et des images de surveillance. Menace contre un témoin fédéral. Oui, Monsieur Morrison, le mari de Sarah Mitchell travaillait au bureau du procureur. Vous avez menacé la famille d'un policier. Tony commença à hyperventiler. On ne savait pas. Comment on était censé savoir? Savoir quoi? Que les personnes handicapées méritent la dignité humaine fondamentale. La voix de Santos était glaciale. Ou que les actes ont des conséquences. Alors que les voitures de patrouille s'éloignaient, David Mitchell se tenait de l'autre côté de la rue, observant la scène derrière ses vitres teintées. Son téléphone vibra, accompagné d'un SMS de l'inspecteur Santos, colis livré. Il risque 15 à 20 ans de prison minimum. Mais lorsque David se tourna pour annoncer la nouvelle à Sarah, il la trouva en train de regarder par la fenêtre de leur voiture, les larmes aux yeux. Pas des larmes de joie, mais des larmes de quelque chose de plus profond. Elle est là, murmura Sarah. David suivit son regard et sentit son cœur s'arrêter. La femme en blanc se tenait près de l'entrée du motel, observant les arrestations avec la même expression sereine. Mais maintenant, dans la lumière du petit matin, elle paraissait différente. Plus réelle. Plus humaine. Elle se dirigea directement vers leur voiture, sa robe blanche immaculée malgré le chaos environnant. David baissa la vitre, son esprit enquêteur peinant à assimiler ce qu'il voyait. « Justice a été rendue », dit-elle simplement, d'une voix imprégnée de ce même calme surnaturel. Mais il ne s'agissait jamais d'eux. Sarah passa la main par la fenêtre et la saisit. « Je ne comprends pas. Qui êtes-vous » La femme sourit et, l'espace d'un instant, elle ressembla exactement à ce qu'elle était. Une latina fatiguée, d'âge moyen, aux mains calleuses et aux chaussures usées. « Je m'appelle Carmen Rodriguez. Je fais le ménage dans des bureaux du centre-ville. Ma fille Sofia est atteinte de paralysie cérébrale. Elle a 12 ans. » David resta bouche bée. « Vous n'êtes pas. Enfin, on pensait. Vous me preniez pour quelqu'un d'autre, » acquiesça Carmen. Les gens voient ce qu'ils ont besoin de voir. Mais je suis juste une mère qui sait ce que l'on ressent quand on voit le monde traiter son enfant comme s'il n'avait aucune importance. Sarah pleurait plus fort, mais ses larmes étaient différentes. Ce que tu as fait au magasin. La canette qui a flotté, qui a disparu. Les yeux de Carmen pétillèrent. Parfois, quand on est désespéré, on voit des miracles. Parfois, on a besoin de croire en quelque chose de plus grand que soi. Et parfois, elle fouilla dans son sac à main et en sortit un petit appareil. Un peu de technologie aide à créer l'illusion dont les gens ont besoin pour trouver le courage. Elle leur montra une petite télécommande. Des aimants sur l'étagère. Un système de projection. Mon neveu travaille dans les effets spéciaux pour le cinéma. Il m'a appris quelques trucs. David la regarda avec stupéfaction. Mais comment connaissiez-vous leur dossier de prison? Leurs informations personnelles? Le sourire de Carmen se fit légèrement triste. Parce que je fais le ménage au bureau des libérations conditionnelles tous les soirs. J'entends des choses. Je vois des choses. Et quand j'ai vu ce qu'ils ont fait à ta femme, j'ai su que quelqu'un devait agir.
Elle tendit une carte de visite à Sarah. Je dirige un groupe de soutien pour les familles en situation de handicap. Nous nous réunissons le mardi soir à l'église Sainte-Marie. Nous nous entraidons, car personne d'autre ne le fera. Alors que Carmen s'éloignait, David l'interpella. Pourquoi? Pourquoi nous as-tu aidés? Elle marqua une pause sans se retourner. Parce qu'il y a 3 mois, ces 2 mêmes hommes ont fait pleurer ma Sophia à l'épicerie. Ils l'ont traitée de « retardée » et lui ont arraché son appareil de communication des mains. Elle n'a plus parlé depuis. David sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Carmen, attends. Mais lorsqu'il releva les yeux, elle avait disparu. Pas disparu. Elle avait juste tourné au coin de la rue comme toute personne normale. Parce que c'était exactement ce qu'elle était. Une personne normale qui avait décidé de faire quelque chose d'extraordinaire. Sarah lui serra la main. David, il faut qu'on aille à cette réunion à l'église mardi soir. Il hocha la tête, comprenant que leur vie venait de changer, sans aucun rapport avec les arrestations ou la justice. Ils avaient trouvé quelque chose de plus précieux que la vengeance. Ils avaient trouvé une communauté. Alors que les voitures de patrouille disparaissaient au loin, David réalisa que la révélation la plus puissante ne concernait pas l'identité de Carmen, ni l'opération d'infiltration sophistiquée. Il s'agissait de quelque chose de bien plus simple et de plus profond. Parfois, les actes de courage les plus extraordinaires viennent des personnes les plus ordinaires, et parfois la justice arrive avec des gants de ménage et un cœur rempli d'amour pour les enfants qui aspirent simplement à trouver leur place dans un monde qui ne leur fait pas toujours de place. 6 mois plus tard, Sarah Mitchell franchissait les portes de l'église Sainte-Marie, s'est ouverte avec une confiance qui n'existait pas avant ce jour-là, à l'épicerie. Le groupe de soutien du mardi soir était passé de 8 familles à plus de 40, et Sarah en était devenue la co-animatrice aux côtés de Carmen Rodriguez. Ce soir, de nouvelles familles nous rejoignent, annonçait Sarah au cercle de parents, d'enfants et d'aidants. N'oubliez pas, tout le monde ici comprend ce que signifie lutter pour la dignité dans un monde qui ne nous reconnaît pas toujours. Dans un coin, Sofia Rodriguez, 12 ans, travaillait tranquillement sur sa tablette, son appareil de communication ayant été restauré et mis à niveau grâce aux dons de la communauté qui s'était mobilisée autour de l'histoire de Carmen. Elle leva les yeux et sourit à Sarah, puis tapa un message qui apparut à l'écran « Merci pour votre courage ». David se tenait au fond de la salle, observant sa femme animer des discussions sur l'accessibilité, la défense des droits et l'espoir. Celle qui avait murmuré autrefois « Je veux juste acheter de la nourriture », parlait maintenant avec autorité des droits et de l'organisation communautaire. Pendant ce temps, à 320 km de là, dans la prison d'État, Jake Morrison était assis. Sa cellule, où il purgeait sa 2e année d'une peine de 15 ans. Son compagnon de cellule venait de lui lire une lettre de l'avocat de son ex-femme. Une autre ordonnance de saisie-arrêt pour la pension alimentaire qu'il n'avait jamais payée. Tony Reeves occupait la cellule voisine, les 2 hommes ayant appris que la prison était bien plus dure la 2e fois. Leur trafic de drogue avait pris une ampleur insoupçonnée. Le FBI avait utilisé leur affaire pour démanteler un réseau de trafic couvrant plusieurs États, envoyant des dizaines de dealers en prison fédérale. Ce qui avait commencé par le harcèlement d'une femme handicapée avait révélé un réseau criminel qui empoisonnait les communautés depuis des années. Mais la véritable transformation s'est produite à l'église Sainte-Marie. Carmen s'est approchée du micro, sa tenue de ménage remplacée par une simple robe bleue. Il y a 6 mois, j'ai vu 2 hommes humilier une femme en fauteuil roulant. J'aurais pu m'en aller comme tout le monde. Au lieu de cela, j'ai décidé de jouer la comédie. Elle a regardé droit dans les yeux les familles rassemblées en cercle. J'ai utilisé des trucs de cinéma pour leur faire croire que j'étais surnaturel. Mais le véritable miracle n'était pas la canette flottante ni la disparition. Le véritable miracle, c'est ce qui s'est produit ensuite. Une communauté qui a décidé de s'unir. David s'avança. Carmen nous a appris qu'un courage extraordinaire ne nécessite pas de super-pouvoir. Il suffit que des gens ordinaires décident que ça suffit. Sarah fit rouler sa chaise jusqu'au centre du cercle. Jake Morrison et Tony Reeves pensaient pouvoir nous intimider parce que je suis handicapé. Ils ont découvert qu'attaquer l'un d'entre nous, c'est nous affronter tous. La salle éclata d'applaudissements, mais Sarah leva la main. La leçon la plus importante n'est pas la vengeance ni même la justice. C'est ce que l'on construit après. Cette communauté, ces amitiés, ce réseau de soutien. Voilà à quoi ressemble la vraie victoire. Une jeune mère au dernier renleva la main. Mon fils est autiste. La semaine dernière, les élèves se moquaient de lui. Mais cette fois, je ne me suis pas contenté de me plaindre au directeur. J'ai mobilisé les autres parents. Nous avons créé un programme d'inclusion. D'autres mains se sont levées. D'autres témoignages de courage inspirés par cette journée au marché Henderson. La vidéo de l'incident de l'épicerie avait été visionnée 12 millions de fois. Mais surtout,
elle avait donné naissance à des groupes de soutien similaires dans 37 villes. Carmen souriait en voyant les familles se connecter, partager des ressources et tisser des réseaux d'entraide. Parfois, Dieu agit à travers les caméras de sécurité et les effets spéciaux des épiceries, dit-elle doucement à David. Parfois, les anges portent des uniformes de nettoyage et transportent des aimants dans leur sac à main. À la fin de la réunion, Sarah reçut un SMS de l'inspecteur Santos. La libération conditionnelle de Jake Morrison vient d'être refusée. Tony Reeves a été condamné à 5 ans de prison supplémentaire pour avoir tenté d'intimider des témoins depuis la prison. Ils seront vieux avant de retrouver la liberté. Sarah montra le message à David, puis le supprima sans répondre. Certains chapitres de leur vie étaient tout simplement clos à jamais. En sortant de leur voiture, David passa un bras autour des épaules de sa femme. Jake Morrison a essayé de vous faire sentir petit dans une épicerie. 6 mois plus tard, vous êtes à la tête d'un mouvement qui change des vies à travers le pays. Sarah leva les yeux vers lui. Carmen avait raison à propos des miracles. Parfois, nous devenons ce que les gens ont besoin que nous soyons. Et parfois, les plus brisés d'entre nous deviennent les plus forts. Ils rentrèrent chez eux en passant devant le marché Henderson, où une nouvelle pancarte était accrochée à la vitrine. Ce magasin est fier de soutenir l'accessibilité et l'inclusion pour tous les clients. Le gérant avait mis en place une formation de sensibilisation au handicap pour tous les employés et installé une ligne directe avec les associations locales. De retour chez elle, l'ordinateur portable de Sarah affichait 43 courriels de familles demandant de l'aide pour créer des groupes de soutien dans leur communauté. Son histoire avait fait le tour du supermarché, devenant un modèle pour tous ceux qui s'étaient un jour sentis invisibles. Le dernier courriel était de Sofia Rodriguez. « Madame Mitchell, je fais une présentation à l'école sur les héros. Puis-je utiliser votre photo ? Ma mère dit que toi et ma mère avez prouvé que la meilleure vengeance est de devenir trop fort pour en avoir besoin. » Sarah ferma l'ordinateur et sourit. Jake Morrison et Tony Reeves pensaient humilier une femme faible en fauteuil roulant. Au lieu de cela, ils avaient réveillé quelque chose de bien plus puissant. Une communauté qui refusait de laisser quiconque se débrouiller seul. Parfois, la justice passe par les tribunaux. Parfois, elle passe par des peines de prison. Mais la plus douce des justices, c'est quand ceux qui ont essayé de vous briser découvrent qu'ils n'ont fait que vous rendre plus fort. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que des gens ordinaires peuvent accomplir des choses extraordinaires lorsqu'ils décident que la gentillesse compte plus que la cruauté, et que l'union est toujours plus forte que la solitude.